Donc, troisième table ronde, où on va rentrer dans une dimension de perspective. C'était un peu l'idée de cette journée. Je l'ai dit, le temps long d'abord pour arriver. Et là, pour ceux qui n'étaient point là ce matin, on a commencé entre la préhistoire, la proto-histoire, les voyages, les premiers migrants qui ne savaient pas qu'ils migraient, qui faisaient que se déplacer. Pourquoi les femmes, en fin de compte, bougeaient plus que les hommes? Parce qu'elles allaient dans le village de leur mari et qu'elles se déplaçaient. Et ceux qui, c'est une très belle phrase ce matin, partaient au lointain en mer avec le vent face à eux. Parce qu'ils se disaient, comme ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver, c'était plus facile pour revenir à la maison. Donc vous voyez qu'on est parti de très très loin. Et puis vous avez eu le débat tout à l'heure qui a vraiment été sur nos enjeux d'aujourd'hui, avec ce titre un peu provoquant. C'est bien, ça a énervé tout le monde quand on les a eu au téléphone avant. Mais n'empêche qu'ils ont pu beaucoup débattre et arriver à poser des questions. Et ça a permis à chacun de réfléchir ici aux termes et aux mots qu'on pouvait employer. Et puis donc maintenant, cette troisième table ronde, on va se demander ce que vont être, à l'aune de... Et c'est pour ça que vous êtes des spécialistes très différents sur cette table ronde, ce que va être ce siècle qui sera pour certains un des siècles d'immigration. Aujourd'hui, on sait que dans le monde, il y a, entre les statistiques, elle s'est battue avec Aurélie pour trouver les bons chiffres, entre 281 millions et 325 millions de personnes dans le monde en 2020, puisque les statistiques 2024, on n'a pas été d'accord pour trouver un chiffre, soit 50% de plus qu'en 1990 et 3 fois plus qu'en 1970. Soit à peu près, donc aujourd'hui, autour de 4% des gens ne vivraient pas dans le pays dont ils ont la nationalité. Ce qui, déjà, rien qu'en statistique, je peux vous le dire, pour préparer cette table ronde, était compliqué. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est une sorte de voyage à travers cette thématique et d'arriver à emmener nos invités dans ce sujet de prospective et de perspective. Oui, c'est pas évident de se projeter en fait sur ce temps long. On va vous demander cet exercice parce que c'est vous qui allez bosser maintenant. Et c'était important pour nous d'avoir des profils très différents comme les vôtres pour permettre justement d'avoir des approches différentes. On a beaucoup parlé d'interdisciplinarité depuis ce matin ici et c'est important qu'on puisse vous entendre là-dessus. Effectivement, quelles seront les évolutions des migrations en 2050, 2100, après? Alors forcément, on n'a pas de réponse ferme, définitive et concrète à vous proposer aujourd'hui, je vous rassure. Mais l'idée, c'est d'essayer de dresser un panorama, de dresser des lignes et de voir vers quoi on s'oriente dans ces migrations. Les chiffres, tu l'as rappelé, Pascal, ils sont compliqués. On était... prudent sur les chiffres qu'on donne. On est prudent sur les chiffres qu'on donne dans l'exposition ici Migration. Ça a été un débat parce qu'effectivement, on peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres, on peut faire dire beaucoup de choses aux cartes. Et tout ça, eh bien, il faut l'expliciter. Alors, aujourd'hui, on voit bien que les mobilités internationales, elles sont grandissantes, qu'elles sont multifactorielles, qu'il y a des causes extrêmement différentes, qu'il y a des moyens de migrer différents. Je ne vais pas revenir dans le détail, vous le savez, mais on l'a répété aussi beaucoup depuis ce matin. On voit bien que les changements climatiques, les conflits, les tendances démographiques divergentes aussi à l'échelle de la planète, eh bien finalement, tout ça, ça influe énormément sur les migrations. Et aujourd'hui, on va essayer avec tous ces éléments de voir effectivement les effets positifs ou négatifs de tous ces éléments. Avec deux paramètres nouveaux. Aujourd'hui, les pays occidentaux connaissent des baisses démographiques. Et ces baisses démographiques induiront automatiquement des politiques publiques qui vont totalement changer leur paradigme par rapport, on en a parlé ce matin, retraite et autres. Qu'en même temps, maintenant, à la grande différence ce matin, ceux qui partent des pays du Sud ou d'ailleurs, ou des pays du Nord, savent vers où ils veulent aller. C'est une très grande différence. La mondialisation a fait que quand on veut partir dans un autre pays, on le connaît, on l'a vu sur son portable, on l'a vu sur les réseaux sociaux, on sait quelle route on va prendre. On ne part pas vers un inconnu. L'inconnu, c'est plutôt le chemin pour y aller. Et que va arriver au XXIe siècle en plus, et c'est pour ça que plusieurs d'entre vous sont là aussi ici aujourd'hui, quelque part ce choc climatique, cette nouvelle peut-être génération de migrants, et ce matin, Éric Orsenac a ouvert cette journée, nous l'a dit, 600 millions, 700 millions de personnes peuvent être concernées par des flux migratoires, peut-être sud-sud, mais aussi sud-nord, peut-être même nord-sud, par rapport aux catastrophes qui vont arriver. Tous ces paramètres-là vont certainement une nouvelle fois changer. Mais en fin de compte, ce qu'on a appris depuis ce matin, c'est qu'aucun siècle s'est ressemblé. À chaque siècle, il y a eu de grands mouvements migratoires nouveaux, induits, on l'a même entendu ce matin, par les cueilleurs, les chasseurs, qui on ne sait pas pourquoi ils se sont arrêtés. En s'arrêtant, ils ont commencé à cultiver. En cultivant, ils ont commencé à faire des petites villes. Ces petites villes ont grossi. Il a fallu partir parce qu'il n'y avait plus de place.
Et on en est là aujourd'hui. Et on en est là aujourd'hui encore. Comme quoi, tous ces phénomènes, à chaque fois, vont induire. Et puis, dernier phénomène, ce que 2 chercheurs ont dit, la grande révolution de la Banque mondiale, la grande révolution du XXIe siècle, c'est que les politiques publiques, maintenant, vont devenir des politiques soit très ouvertes, soit très coercitives. Et ce que nous vivons actuellement sous nos yeux en quelques jours aux États-Unis le montre. D'un seul coup, un changement avec une frontière qui se ferme totalement, des expulsions, même si le processus, on l'a appris ce matin, est là depuis longtemps. C'est-à-dire que les politiques publiques peuvent devenir extrêmement radicales. Et souvent, l'exemple du Japon est cité comme exemple d'un pays qui, malgré son vieillissement, n'est pas un pays qui s'ouvre à l'immigration et qui préfère d'une certaine manière défendre son identité que s'ouvrir au monde. Toutes ces questions-là, et ça en fait beaucoup, en 1h30, on va essayer de les aborder. On y va ? On y va. Allez, on va essayer aussi de vous présenter quand même rapidement avant de commencer une série de questions. Alors, on a sur ce panel, on a des hommes et des femmes. Vous avez vu, on a essayé. Tu as vu Lilian, on a écouté, hein, on a été bien. Tu commences, je commence ? Tu veux que j'y aille ? Allez, D'accord. vas-y. François Gémen, donc, que vous connaissez tous parce que vous entendez souvent sa parole quand on parle d'écologie. Généralement, on l'invite à la télévision quand il y a une catastrophe, quand il va y avoir une catastrophe, quand il pourrait y avoir une catastrophe, et quelle je veux dire la catastrophe. C'est d'ailleurs tout le temps. C'est ce que j'allais dire. Et c'est pour ça qu'il est très souvent invité, mais en même temps, c'est quelqu'un qui sait nous parler à travers le travail qui a été fait notamment sur le rapport du GIEC, dont vous entendez tout le temps parler. En fin de compte, très peu le lisent parce qu'il y a de tellement bons experts qui viennent nous expliquer ce qu'il y a dans le rapport qu'on n'est pas obligé de lire parce qu'en plus, c'est un rapport pourtant essentiel puisque depuis très longtemps, nous, c'est le 6e rapport, 7e rapport ? 6e. Nous explique que le monde est en train de changer et muter, que ce risque climatique va induire énormément de transformations. Et aujourd'hui, c'était pour nous important de l'avoir, justement, pour faire ce lien entre ce que le climat... Ce matin, par exemple, Eric a beaucoup parlé de l'eau et comment la guerre de l'eau, d'une certaine manière, allait générer des flux migratoires. Voilà pourquoi François Gémen est avec nous aujourd'hui pour parler de cet enjeu-là. C'est à toi. Oui. Soigny Poto, qui est également avec nous aujourd'hui, est sociologue, directrice de recherche au CNRS, rattachée à l'unité de recherche migration et société, l'URMIS. Et ses travaux portent sur les migrations internationales en les abordant sous divers angles, le travail, les réseaux de solidarité, les frontières. Et vous avez notamment publié Mobilité en Méditerranée, quotidien, contrôle et assistance, et nous, les Tziganes ou les Roms, comme vous dites. Et c'était important aussi d'avoir votre regard de sociologue sur toutes ces questions du « et demain », comment on peut essayer d'avoir cette vision prospective sur ces questions migratoires. Comme pour la table ronde précédente, il ne faut pas que des experts, des spécialistes ou des artistes. Alors, il a eu la chance d'avoir, il a eu tout à l'heure un haut fonctionnaire qui a eu le courage de venir dire ce point de vue, et ça a énervé certains d'entre vous, ça bouillonnait dans la salle, ça bouillonnait chez Lilian, mais c'est important de croiser les points de vue. Parler entre nous n'a aucun intérêt si on n'écoute pas le pourquoi. Et donc je trouvais ça très important, et c'est bien sur ces 2 tables rondes, 2 hauts fonctionnaires. On ne peut pas dire qu'il n'a fait que théoriser. En même temps, il a écrit aussi des livres, notamment sur l'histoire des cités. 40 ans d'histoire des cités, si ma mémoire est bonne. Et il a été, et c'est important aujourd'hui de l'avoir avec nous aujourd'hui, ancien directeur de l'intégration des étrangers en France. Donc, pour vous voulez un spécialiste pour parler d'intégration, il est devant vous. Et en plus, il théorise et il écrit. Donc, ce qui est assez rare, et c'est aussi des spécialistes qui savent se confronter aux idées. Je trouvais que c'était important et on trouvait avec Yvan et Aurélie d'avoir justement les panels les plus larges possibles. Oui, Christelle Cournil. Vous êtes professeur de droit public à Sciences Po Toulouse et vous dirigez aussi le comité de la transition écologique de l'établissement. C'est important de le préciser, je pense, avec toutes les questions autour du dérèglement climatique dont on a parlé depuis ce matin. Vous êtes également membre du laboratoire des sciences sociales du politique et du programme ANR Proclimex et de l'atelier d'écologie politique. Vos recherches se concentrent sur les liens entre les droits de l'homme, l'environnement et la justice climatique. Et puis bien évidemment, vous avez écrit de nombreux ouvrages comme Mobilité humaine et environnement, du global au local, pour ne citer que celui-là. Tout à l'heure, il y avait une photographe, maintenant il y a un romancier. Rachid Benzine. On se connaît depuis très longtemps. Et ce que je trouve très fort chez Rachid, c'est au-delà d'être un chercheur, au-delà d'être un enseignant, au-delà d'être un grand écrivain, au-delà d'être aussi un dramaturge, de travailler sur le théâtre, c'est quelqu'un qui travaille sur la mémoire, il travaille sur les récits. Il travaille sur... C'est quelque chose que je lui vole maintenant systématiquement en conférence sur les versets des droits d'auteur, c'est entre connaissance et reconnaissance. Ça marche toujours, ça c'est un carton, comme vous expliquez. Et je lui ai tout volé là-dessus. Car je trouve que c'est l'histoire qui est fantastique, c'est qu'on ne peut pas être reconnu si quelque part on ne connaît pas ses récits, si on ne sait pas d'où on vient, si les autres ne trouvent pas la capacité de vous comprendre et si soi-même on ne fixe pas ses racines. Tu vois que je t'ai tout volé, hein. Mais il te restera plein de choses à dire. Je viens même de lire ce matin, je viens de voir que le coffret de toutes tes œuvres vient d'être sorti dans un coffret unique de tes romans. 6 romans, si j'ai bien lu.
5, j'ai mal lu. En tout cas, voilà, c'est en plus un très bon romancier que je vous invite tous à lire parce qu'il sait parler de la mémoire. Il sait raconter aussi bien le silence des pères que d'autres. Et donc, je trouvais très important. Tout à l'heure, on a eu une photographe à nos côtés. Et là, d'avoir un romancier pour parler non pas du passé, mais de travailler avec nous sur demain. Frédérique Schluss, professeure d'anthropologie et directrice générale déléguée à la recherche, l'expertise, la valorisation, l'enseignement au Muséum national d'histoire naturelle. Tes recherches portent sur les relations entre les humains et les milieux marins et côtiers. Tu es aussi présidente du conseil scientifique de l'Office français de la biodiversité. Et puis, tu as été un membre extrêmement actif, je tiens à le souligner, du comité scientifique de l'exposition Migration, membre actif qui a soutenu ce projet pendant les 2 ans et demi de travail qui nous a demandé. Voilà. Donc, c'était important aussi que tu puisses être avec nous sur cette table ronde. Et puis, Sylvie Mazzella également, donc co-commissaire de cette exposition Migration juste au-dessus de nos têtes. Tu es sociologue, directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire méditerranéen de sociologie. Tu travailles sur l'étude des migrations, des dynamiques urbaines et des inégalités sociales. Tu as publié de nombreux ouvrages, dont Sociologie des migrations en 2021. Et nous sommes absolument ravis de vous accueillir collectivement sur cette table ronde. À toi la première question. Je te le rappelle. C'est parti. Alors, on va commencer avec Monsieur Gémen. Mais oui. Alors, on a vu quand même que plusieurs études montrent qu'à l'horizon 2050, les migrations climatiques internes s'élèveraient entre 40 et 260 millions de personnes qui risquent d'être touchées, déplacées, selon différents scénarios de développement économique et de réchauffement climatique. Encore une fois, ce sont des estimations, puisqu'il y a différents scénarios possibles, qu'aujourd'hui on ne sait pas exactement dans quel sens on va aller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des déplacements. De quelle ampleur, on ne sait pas encore aujourd'hui. Selon vous, quel impact justement tout ça aura sur les mouvements migratoires à l'échelle de la planète? Vaste sujet. Petite question. Il est en réalité extraordinairement difficile de prévoir combien de personnes seront déplacées dans le futur. Et en réalité, je ne suis même pas sûr que ça ait le moindre intérêt. Parce qu'au fond, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un chiffre global du nombre de personnes déplacées? De toute façon, elles ne se déplaceront pas toutes au même endroit et pas toutes au même moment. Et donc, en termes d'impact sur les politiques publiques à déployer, ça a finalement un intérêt assez faible. Quand on interroge les Français, 21% d'entre eux, donc un peu plus d'une personne sur 5, estiment qu'elle sera amenée à se déplacer, à déménager, dirait-on en France, au cours des 10 prochaines années en raison des impacts du changement climatique. Est-ce que ces gens se déplaceront effectivement? Est-ce qu'ils seront forcés de se déplacer? Est-ce qu'ils choisiront librement de déménager parce qu'ils trouveront que le climat n'est plus agréable? Comment est-ce qu'on les comptabilisera? On n'en a en réalité aucune idée. Et il faut bien être conscient que lorsqu'on a commencé à faire ce genre de prévisions sur des chiffres globaux de personnes qui seraient déplacées par les impacts du changement climatique, le but premier de ces chiffres, c'était d'alerter sur les impacts du changement climatique. Et c'était notamment à l'époque où les pays industrialisés se sentaient assez peu concernés par les impacts du changement climatique. Et on avait l'idée que les impacts du changement climatique, c'était dans les pays du Sud, c'était pour les autres, c'était pour les populations lointaines qu'on mettait en couverture de National Geographic Magazine, que c'était pour les générations futures. Et que donc on n'était pas concernés. Mais malgré tout, il fallait convaincre les gouvernements et les populations des pays industrialisés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il fallait trouver un moyen de leur dire qu'ils étaient malgré tout concernés. Et donc, on a fait appel au vieil imaginaire xénophobe de la peur de l'étranger. Et en gros, on a dit, je caricature à peine, vous avez intérêt à réduire vos émissions de gaz à effet de serre parce que si vous ne le faites pas, demain, vous aurez des millions de demandeurs d'asile qui viendront frapper à votre porte pour demander l'asile. Et donc, il y avait un but très clair d'instrumentalisation de ces chiffres. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on peut estimer le nombre de personnes
qui habitent dans des régions à risque, qui sont très exposées aux impacts du changement climatique. Et le problème, c'est que ce nombre de personnes a tendance à augmenter année après année parce qu'on continue à développer des villes, des activités économiques dans des zones qui sont très exposées aux impacts du changement climatique, y compris en France. On vient de terminer des travaux d'ampleur pour rénover le terminal passager de l'aéroport de Nice. Je veux bien, mais autant jeter l'argent par les fenêtres. C'est-à-dire que quand on sait comment est positionné l'aéroport de Nice, je veux bien admettre que le terminal passager fournirait une expérience plus fluide, plus confortable et plus rapide pour les passagers de l'aéroport de Nice, mais si les pistes sont sous l'eau, ça sera de peu d'intérêt. Et l'autre problème, c'est que la migration, vous l'aurez, j'imagine, dit plusieurs fois au cours de la journée, reste un comportement profondément humain, c'est-à-dire difficile à modéliser, difficile à prévoir, qui obéit à toute une série de variables réelles ou supposées ou parfois fantasmées. Et on vient de terminer un grand projet de recherche qui nous a emmenés sur 4 ans, qui s'appelle Habitable, et qui cherchait à déterminer comment les populations touchées par les impacts du changement climatique déterminaient ce qu'on appelle leur seuil d'habitabilité. C'est-à-dire à partir de quel moment est-ce qu'elles considèrent qu'elles vont devoir partir. Et ce qui est tout à fait étonnant, mais ce qui ne devrait pas, au fond, nous surprendre ni nous étonner, c'est que les gens fondent leur décision de partir ou de rester, non pas sur les impacts réels du changement climatique, mais sur la manière dont ils les perçoivent. Et donc, vous pouvez avoir des relevés météorologiques qui indiquent qu'il a plu davantage. Si les gens ont l'impression qu'il a plu moins, il y a des gens qui vont partir en pensant qu'il a plu moins et que donc, à l'avenir, ils seront davantage victimes de sécheresse. Et donc, en réalité, notre perception des impacts du changement climatique est parfois assez différente de ces impacts eux-mêmes. Et ces impacts eux-mêmes, je le rappelle, seront largement déterminés par ce que nous allons faire maintenant et au cours des prochaines années pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et pour nous adapter à ces impacts. Donc, en réalité, c'est très compliqué de fournir un chiffre pour le futur. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a chaque année environ 25 millions de personnes qui sont déplacés par des catastrophes climatiques, des sécheresses, des ouragans, des inondations. Et là, on a les chiffres parce qu'ils sont remontés par les agences humanitaires. Et que donc, ces migrations dont on parle parfois un peu comme d'une sorte de catégorie à part, comme une sorte de risque futur qui nous guetterait si nous ne parvenons pas à réduire suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre, en réalité, c'est une réalité présente aujourd'hui, mais que parfois que nous aimons agiter dans le débat public comme une sorte d'épouvantail, et qui sert parfois malheureusement d'argument à la fermeture des frontières. Parce que si on se dit que le changement climatique va amener un nouveau chaos migratoire, une nouvelle crise migratoire, hélas, la réaction de beaucoup de gouvernements, ce sera de fermer leurs frontières et pas de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En gros, demain, on y est déjà. On y est déjà, et absolument, oui, bien sûr. Et on ne le perçoit pas. On ne le perçoit pas dans le débat qui existe aujourd'hui. Quand même un débat qui se retrouve un peu dans certains écrits sur une Afrique qui serait en train de vouloir regarder le Nord d'une manière massive par rapport à son poids démographique. Là, on retrouve ce fantasme un peu d'une double immigration, à la fois économique, le rêve soi-disant de l'Occident, et à côté, une Afrique qui serait à subir les affres climatiques. Et là, ça contribue à fabriquer cet apocalypse de la traversée qui est perçue de la Méditerranée. Absolument. Ouais. Sylvie, vous avez travaillé là sur une très belle exposition, on n'arrête pas de le dire, on y est, donc c'est un peu normal, et c'est pour ça qu'on fait le colloque. Mais dans cette exposition, vous regardez justement les mutations, les évolutions de l'immigration. Ça va être quoi ce 21e siècle selon vous? Comment vous le regardez? Il a démarré, on vient de le voir, en fin de compte, on y est déjà. Demain, c'est aujourd'hui. Vous le voyez comment? Alors moi, je voudrais insister sur une dimension qui a été évoquée ce matin dans la table ronde. Quelqu'un dans le public nous a dit, et qu'en est-il du numérique? Et je pense que là, moi, j'aimerais insister sur cette dimension-là. Donc, dans l'exposition, alors on n'a pas pu faire tout ce qu'on aurait voulu, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas pousser les murs. C'est le cas de le dire. On aurait aimé les pousser, ces murs. Eh bien, il y a toute une section qui est consacrée aux immigrants. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Et pour nous, c'était déjà sensibiliser le visiteur sur cette dimension du immigrant. On voit qu'elle est vraiment omniprésente. Le numérique est vraiment omniprésent et de différentes manières. Et j'allais dire, dans les différentes étapes de la migration en amont, avant de préparer le voyage, pendant, et après, au moment d'une installation plus ou moins précaire. Et cette
ce numérique, on le voit déjà, ça a été évoqué, très présent aussi dans les politiques sécuritaires des États. Il y a une sécurisation de la migration qui aujourd'hui est présentée comme une menace, on l'a évoqué, au même titre que le terrorisme, au même titre que le trafic criminel. Et dans la précédente table ronde, les collègues qui travaillent sur ces questions et qui ont abordé ces questions du point de vue économique auraient pu parler aussi de tout ce marché de la haute technologie aujourd'hui qui est depuis 30 ans en fait. Il y a eu une escalade et ça continue de grands leaders, de grandes industries, de grands groupes industriels vraiment sont très concurrents sur ce marché juteux. Et on le voit, nous, ça se traduit dans notre quotidien par les passeports biométriques, par aussi ces images qui nous parviennent aussi de drones, de caméras multicapteurs, radars infrarouges. Ça passe aussi par les données dématérialisées du contrôle aux frontières, ce qui n'était pas le cas il y a simplement 20 ans. Là, on se retrouve simultanément, des États ont des données dématérialisées sur un certain nombre de critères, identification de migrants potentiellement dangereux. Donc ça a été une révolution majeure à mon sens. Et puis un autre aspect, le numérique, c'est aussi un formidable, on le voit nous aussi, dans notre quotidien, ça a révolutionné complètement notre quotidien. Et les migrants ont un rapport aussi à l'absence, un rapport aussi aux routes migratoires qui s'est absolument transformé, puisque là aussi, le portable, et ça on le rappelle dans l'exposition, le portable, là aussi on casse une idée reçue. Bien souvent on entend, oui, ils n'ont pas de quoi manger, mais ils ont un portable, un smartphone, oui, ils me font bien rire. Bien non, c'est un kit de survie, ce portable aujourd'hui. C'est une bourse à l'information, c'est une boussole, c'est un lien social, alors certes dématérialisé, mais qui permet la survie aussi. Et donc, nous, en recherche, en sociologie, en anthropologie en particulier, on documente qu'est-ce que faire famille aujourd'hui quand on est complètement dispersé, quand toute la fratrie est dispersée, quand les grands-parents sont d'un côté, la femme de l'autre, le mari de l'autre côté. Voilà, qu'est-ce que faire famille et famille transnationale aujourd'hui ? Donc il y a toute une recherche qui se développe. Qu'est-ce que faire couple aujourd'hui quand on a son compagnon qui est en Inde et soi-même en France ou ailleurs. Voilà, et pourtant ça fait couple. Donc c'est en fait au travers du numérique, c'est aussi toute la pensée du rapport à l'absence, du rapport aux proches aussi, et aux proches familles ou voisins ou villageois, etc., laissés au pays. Et c'est aussi profondément changer la structuration sociale des familles, la structuration conjugale. N'oublions pas que le numérique aussi, on le voit en Chine aujourd'hui, c'est le contrôle bientôt de 100% d'une population. Donc ça veut dire que ce qui est en train de se passer aux États-Unis depuis quelques jours, où les clandestins se cachent. Ils se cachent pourquoi ? Parce que s'ils sont attrapés, ils savent qu'ils prennent la frontière, ils peuvent être très facilement identifiés. On retrouve aussi dans un temps où être illégal ou clandestin deviendra techniquement quasi impossible dans certains pays. La Chine est quasi arrivée aujourd'hui à cette situation d'un contrôle de sa population et d'identification, donc de contrôler ceux qui ne devraient pas être sur le territoire. Et dans 20 ans, dans 30 ans, ce sera aussi une des révolutions du XXIe siècle. Nous n'aurons plus besoin de passeport pour passer une frontière. Notre passeport sur notre visage. C'est intéressant parce que c'est aussi cette vision-là, du côté étatique, mais ce que tu disais sur le lien et ce kit de survie qui est aussi cet outil numérique, ce smartphone qu'on a tous dans nos mains, je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie révolution dans la manière dont on migre, dans la manière dont on reste connecté, dans la manière dont on appréhende, en fait, aussi tout ce cheminement d'un point A vers un point B, C, D, parce que c'est souvent en plusieurs étapes, et ce lien très intime à sa famille, à ses proches. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui. Tu as raison, je pense que c'est important de le souligner, parce que c'est une dimension plus personnelle, plus intime de ces phénomènes migratoires, mais qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations des personnes qui sont en migration.
Alors, je vais revenir avec Frédéric sur un petit peu la question des risques climatiques, puisqu'on voit bien, hein, on l'a dit, partout dans le monde, le réchauffement climatique a un impact sur les flux migratoires. Et aujourd'hui, comment on pourrait essayer de lutter contre ça, ou en tout cas, est-ce qu'on a aujourd'hui des solutions, même si on ne connaît pas ces chiffres, on ne sait pas dans quelle direction ils vont aller, il y a effectivement plusieurs modélisations possibles. Finalement, est-ce qu'on a un peu des moyens pour arriver à anticiper tous ces sujets ? C'est une question extrêmement complexe et peut-être voilà, le changement climatique qui est très important évidemment, mais étant muséum, c'est aussi le déclin de la biodiversité qui est aussi à prendre en compte, hein, parce que c'est quand même des ressources. À côté du rapport du GIEC qui est très connu, il y a le rapport de l'IPBES qui est... Alors, on est obligé de le dire comme ça, hein, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, où environ 50 000 espèces sont extrêmement importantes pour l'ensemble des populations autochtones et des populations qui en dépendent pour la nourriture, pour la médecine, pour tout un tas de choses, et qui vont aussi souffrir de ce déclin extrêmement fort de la biodiversité. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et évidemment, biodiversité, déclin de la biodiversité et déclin et changement climatique sont extrêmement liés. Mais le déclin de la biodiversité est aussi lié à d'autres actions humaines sur l'artificialisation des sols, les pollutions qui sont aussi des problèmes majeurs sur les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation. Donc, on voit bien qu'on est dans un moment où notre avenir est quand même assez sombre, on va dire, où on interroge l'habitabilité de la planète, hein, et puis cet accès aux ressources. Donc, anticiper, c'est évidemment lutter contre le changement climatique, et puis c'est aussi contre le déclin de la biodiversité. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont aujourd'hui pensées dans les grandes conventions multilatérales qui fournissent des effets à des temporalités plus ou moins importantes. Pour ce que je connais mieux quand même, biodiversité, les temporalités peuvent être plus courtes. On peut faire en sorte de rétablir de la biodiversité, donc de l'accès aux ressources. Mais ce qui me paraissait important, il y a 2 points peut-être. Premier point sur cette perception. On réagit en fonction de sa perception. Ce qu'a dit François Gémen tout à l'heure, évidemment, mais la perception, elle se construit à la fois sur les connaissances, sur l'expérience et sur les interactions sociales que l'on peut avoir avec d'autres. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe et ce n'est pas uniquement une température. Cependant, ce qu'il faut bien voir, c'est que s'il y a des parties qui vont devenir difficilement habitables, hein, soit parce que de toute façon, la montée des eaux, soit parce que sécheresse extrême, soit parce que forte température, ce qu'il faut absolument prendre en compte, c'est la différence de vulnérabilité. C'est-à-dire que parmi des populations, il y a des populations qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres. On parle beaucoup des inégalités environnementales, hein, inégalités de genre, inégalités ethniques, inégalités sociales, inégalités d'âge, inégalités en fonction évidemment des territoires. Et donc ça ne sera pas aussi simple que ça, puisque cette question des inégalités, elle est extrêmement prégnante et elle fait que certaines personnes sont en capacité de se prémunir ou de moins subir ces changements climatiques ou cette diminution des ressources, et d'autres vont être touchés de plein fouet. Et on le voit bien dans les événements extrêmes, que ce soit dans les tsunamis ou dans les grandes... à la Nouvelle-Orléans avec les cyclones, c'est les populations les plus vulnérables qui en pâtissent le plus et qui en subissent les dommages en termes de mortalité ou en termes d'atteinte à leurs biens. Tsunami, hein, c'est une population de femmes extrêmement importante qui est décédée face à ces grandes catastrophes, puisque ce sont des populations extrêmement vulnérables. Donc voilà, moi j'ai anticipé ces flux. On a des éléments qui nous permettent quand même, grâce au GIEC et grâce à ce qu'on peut savoir de la biodiversité, mais c'est plus complexe, de l'accès aux ressources,
qu'il va y avoir des régions qui vont être plus ou moins marquées, mais il faut prendre en compte aussi ce qui vient compliquer les choses, ces inégalités environnementales. Merci Frédéric Soigny. J'aimerais aussi qu'on évoque la question un peu démographique. On voit bien, certains pays n'évoluent pas de la même manière démographiquement parlant. Ça implique ou pas des flux migratoires. Quelle carte du monde pourrait-on dresser finalement à partir de ce constat de certains pays vieillissants et d'autres au contraire, avec un boom de la jeunesse absolument incroyable? Qu'est-ce que ça peut prédire de migration possible ou pas? Alors, c'est toujours délicat de se projeter. Et je dirais, en préparant cette journée, j'ai re-regardé ce que l'on dit de la transition démographique en Afrique. Et on ne dit plus aujourd'hui la même chose que ce qu'on disait il y a 15 ans. La transition démographique s'est ralentie finalement en Afrique. Donc, c'est dire à quel point il est délicat de se projeter. Mais il y a des tendances. On peut parler de tendances. Et on peut parler aussi, comme tu le disais tout à l'heure, demain c'est déjà aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'Union européenne, manifestement, politiquement, ferme ses frontières, se méfie des migrations, s'enferme sur elle-même et en même temps vieillit. Et on le sait, il y a des difficultés démographiques et il y a un discours politique qui est absolument anti-migration. Ceci peut évoluer justement face aux défis démographiques. Pourquoi ça peut évoluer? D'abord parce que c'est un discours, et c'est un discours qui nous vient du politique. Et là, je voudrais rebondir sur ce que disait Benoît Hamon un peu plus tôt. Le politique suit l'opinion publique. Pas forcément. En termes de peur des migrations, en 2022, il y avait une étude qui a été faite par des chercheurs. Quand on interrogeait les personnes en faisant un sondage sur leurs préoccupations pour les nouvelles élections, la question de l'immigration arrivait en 10e position. Et quand on analysait les discours des différents politiques, la question de l'immigration arrivait en 2e position. C'est dire que l'immigration est d'abord un objet politique et qui peut donc évoluer aussi par le politique. Et quand le politique va être confronté est déjà confronté à des besoins de main-d'œuvre très importants, ce discours risque de changer. J'en prends pour exemple l'Italie. Giorgia Meloni, qui s'est fait élire sur le refus de l'immigré, a lancé en 2023 un plan immigration massif, 452 000 immigrés attendus entre 2023 et 2025 pour faire face à des besoins de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas par humanisme. Tout à l'heure, on parlait de l'utilitarisme migratoire. On est en plein dans l'utilitarisme migratoire. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, il y a des besoins et que le politique est là pour gérer ces besoins. En France, on n'est déjà plus à restreindre les métiers des immigrés à ce qu'on appelait les petits métiers, c'est-à-dire l'agriculture, le tourisme, la construction. Aujourd'hui, si l'hôpital public continue à fonctionner, c'est parce qu'on a un apport massif de main-d'œuvre étrangère dans les hôpitaux. Et pas que pour les aides-soignantes ou les infirmières, mais également pour les médecins. Donc, toute cette nécessité, à un moment donné, il va bien falloir que le politique en tienne compte et du coup, infléchisse ce discours. Et quand je dis ça, je ne suis pas en même temps angélique, c'est-à-dire que ce besoin de main-d'œuvre immigrée et cette ouverture qui va devoir être faite à l'immigration ne va pas forcément s'accompagner de moins de racisme ou de moins de discrimination. L'exemple de l'esclavage est le plus flagrant. Il y a eu des besoins énormes de main-d'œuvre et on a créé une immigration sur la base du racisme. Et pour le coup, je crois qu'aujourd'hui, rien ne nous laisse présager que le racisme ou l'ouverture à l'autre, que ces sujets-là vont s'améliorer. Donc, je pense qu'on restera dans une tension autour des questions migratoires, mais pour autant avec une porte plus ouverte. En même temps, vous parliez de carte du monde, et ça vaut la peine de prendre un peu de distance par rapport à l'Europe. Et si on regarde par exemple la Chine, qui représente aujourd'hui plus de 17% de la population mondiale, hein, c'est un pays avec lequel il va falloir compter, et on y reviendra peut-être plus tard. Aujourd'hui, la Chine, dans son expansion économique,
mais aussi en termes de soft power, développe des politiques d'immigration. Et on aurait aujourd'hui environ 200 000, on dit 200 à 300 000 Africains qui sont en Chine, notamment de très nombreux étudiants qui sont accueillis à bras ouverts. La Chine met en place des programmes d'accueil des étudiants africains où elle offre non seulement les études, mais en même temps la prise en charge de l'hébergement, etc. Parce qu'il y a tout un travail de géopolitique derrière et de placement. Et c'est ça qui se joue aussi avec l'immigration, c'est comment les pouvoirs mondiaux se reconfigurent. Et il va falloir compter avec ces nouveaux acteurs que sont ces pays émergents. Je pense à la Chine, mais également l'Inde, le Brésil, etc. Donc voilà, c'est certain. C'est difficile de dire il va se passer ceci, cela, mais on voit des tendances quand même d'évolution qui sont très profondes. Ça tombe bien, Rachid Benzine, parce que vous allez être pas loin de votre sujet, là, d'aller vers votre questionnement. Comment les opinions publiques, à votre avis, en dehors de ce que disent les pays, comment elles vont regarder avec crainte, appréhension, tout ce mouvement migratoire, ces potentialités dont on vient de parler, existantes ou non, ces peurs, et les peurs ne sont pas fondées forcément sur des flux, mais de croire que les gens vont arriver. Au début du siècle, un livre faisait succès, s'appelait L'Invasion noire. C'est une des meilleures ventes de Flammarion en 1904. Ce qui prouve bien que le grand remplacement et tout ça, ça existe depuis très longtemps. Et ça paniquait les gens. Et après, ça a tellement bien marché qu'on a fait le livre L'Invasion jaune, Capitaine d'Henrit. Donc tout ce qu'on raconte là existait déjà au siècle dernier. Donc vous, à votre avis, ce qu'on voit, ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, comment les mutations qui se passent vont être portées par les opinions publiques? Comment ça va se rétracter, ça va s'ouvrir, ça va muter, il va y avoir une hybridation? Au contraire, il va y avoir une forme de rejet identitaire. À votre avis, vous le voyez comment? À la fois pour ceux qui sont déjà ici, pour ceux qui pourraient partir de là-bas, et pour ceux qui, ici, regardent potentiellement les arrivants de demain. En tout cas, ce que l'on voit en Occident ou dans les sociétés européennes, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une rencontre interculturelle, à chaque fois qu'il y a la question de l'immigration, en fait, ce sont des éléments qui font appel aux aspects les moins rationnels chez les individus et les groupes. Ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que globalement, le magistère de la raison a très peu de chance face aux émotions, face aux archétypes, face à ce que je vais appeler l'identitaire. Parce que c'est de cela dont il est question à travers des récits qui sont mythifiés, qui sont sacralisés de telle sorte que ça en devient des vérités qui sont indiscutables, et les discuter aujourd'hui amènerait beaucoup de problèmes et parfois de violences. C'est-à-dire que l'identitaire ou l'identité, ça va regrouper l'ensemble des valeurs, l'ensemble des croyances, l'ensemble des traditions que se représente un peuple, c'est-à-dire les archétypes. Toutes les sociétés reposent sur un certain nombre d'archétypes, et ces archétypes échappent à la raison, c'est comme des racines, et à chaque fois qu'elles sont touchées, c'est d'abord l'émotion qui va prendre le dessus. Et cet aspect identitaire, c'est les racines, en tout cas ce que nous appelons les racines, c'est-à-dire ce qui est ancré depuis très très longtemps et qui a été diffusé à travers les institutions, les textes, les familles, la culture. Et par exemple, c'est le discours du RN qui va dire la France des clochers, c'est-à-dire un certain nombre de représentations, en sachant que beaucoup de Français, il y a encore 80 ans, ils avaient encore un imaginaire paysan avec cette espèce de stabilité démographique en termes de représentation et le choc des représentations auxquelles nous assistons. Ensuite, ce sont les appartenances, la manière dont on va définir ce qu'est être français en avant. On met en avant l'idée du roman national telle qu'elle a été élaborée, c'est-à-dire il y aurait une identité nationale dans laquelle soit vous rentrez, soit vous allez être exclu si vous ne correspondez pas à un certain nombre de critères. Et ensuite, il y a l'idée de la fidélité et aux allégeances. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, Liliane, c'est-à-dire qu'à un moment, on vous suspecte de ne pas être suffisamment français. En tout cas, on vous demande un certain nombre de critères pour dire est-ce que vous prêtez allégeance à la société française ou pas. Et puis il y a des valeurs. Et la valeur, on pense qu'on a tous les mêmes valeurs. Et le mariage pour tous nous a montré qu'entre Français, nous n'avions pas tous les mêmes valeurs, mais il y a cette idée que la France est un certain nombre de valeurs sur lesquelles on ne va pas toucher. Et puis le monsieur qui était à droite, monsieur Lissi, etc., en parlant de culture, etc., participe, me semble-t-il, aussi à cette idée, comme si finalement il y avait une espèce d'uniformisation de valeurs. Et ensuite, il y a des croyances.
des convictions qui sont très très importantes. L'idée que la France serait un pays de tradition chrétienne. Ça, vous l'entendez, ça fait partie d'un certain nombre de discours. La question, c'est pourquoi la rationalité a très peu de prise sur, je dirais, ses émotions, sur ses sentiments, sur le ressentiment qui est devenu le lieu de la vérité par rapport aux faits. Tout simplement parce que les craintes qui sont liées à l'identité sont enracinées dans des structures cognitives profondément ancrées dans l'imaginaire collectif. L'imaginaire collectif, c'est l'ensemble des représentations qui se sont sédimentées à travers l'histoire, un certain nombre d'idées reçues sur lesquelles nous n'arrivons pas du tout. Et ensuite, ces éléments-là procèdent d'une sacralisation, c'est-à-dire qu'à un moment, une idée de soi, du monde, de la société, devient sacrée et devient intouchable. Et ça passe, me semble-t-il, par 4 ou 5 éléments. Le premier élément, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un saut cognitif, c'est-à-dire qu'une simple opinion devient une vérité absolue. C'est le règne des opinions, c'est plus le règne des faits. Ensuite, vous avez ce qu'on appellerait une autorité émotionnelle, c'est-à-dire que le mythe, parce qu'il s'agit de mythes, pour moi c'est le retour des mythes qu'on ne prend pas suffisamment au sérieux et qui gouvernent nos sociétés, c'est-à-dire que le mythe est accepté car il résonne avec nos sentiments et nos valeurs profondes, non pas parce qu'il est prouvé, mais parce que je le ressens. Et ça, c'est le principe du mythe. Le mythe, c'est ce qui permet globalement la cohésion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, nous avons un certain nombre de mythes fondateurs qui sont issus de la Révolution française, à savoir liberté, égalité, fraternité, qui sont des mythes positifs, dans le sens où ils prennent une émancipation, dans le sens où ils peuvent être reproduits ailleurs. Et aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait dans cette salle, qui dirait qu'il ne croit absolument pas du tout à la question de l'égalité entre hommes et femmes, ou qui parlerait de race qui serait inférieure par rapport à la race blanche, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir une violence émotionnelle. Il ne va pas avoir justement une discussion rationnelle. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs qui nous constituent, dont on ne veut plus discuter, parce qu'ils sont sacralisés. C'est ce qui permet à un moment de mettre en place la société, puisque la société va s'articuler entre ce qu'elle va considérer comme pensable, comme impensable et comme impensé. Et on voit beaucoup de choses aujourd'hui dans le discours politique, des choses qui étaient impensées, impensables, qui deviennent pensables. Et donc, alors maintenant, ils appellent ça cette fameuse fenêtre-là, d'Everton, etc., comme si on avait découvert que le fil à couper le beurre hier, etc. Mais ça fait longtemps que je dirais que les sociétés fonctionnent de cette manière. Et ensuite, il y a l'émotion contre la raison. Et ça, c'est-à-dire que les arguments rationnels sont inefficaces. Et on le voit de plus en plus. Car l'on croit avec le cœur, jamais avec la tête. Et je voudrais qu'on soit au clair, je dirais, là-dessus. C'est que nous pensons naïvement que plus de connaissances va participer au bien-être, au bien commun, que plus on a de connaissances, moins il y a d'ignorance, et plus ça va mieux se passer. Ça, c'est un postulat des siècles de lumière de la raison qui ne fonctionne absolument pas. Vous pouvez apporter toutes les preuves que vous voulez, d'un point de vue empirique. Et j'essaierai ensuite de dire que quand on a un mythe qui déraille, comment on en sort. Vous pouvez apporter toutes les preuves. Quelqu'un qui a ce sentiment-là ne sortira pas de ce sentiment-là. Vous pouvez apporter toutes les preuves que l'immigration peut être une chance ou un fléau, peu importe, etc. Ça ne fonctionnera pas. Et on le voit bien, reprenons juste sur la Shoah et l'antisémitisme, on n'a jamais eu autant d'études là-dessus. On n'a jamais fait autant de films. On n'a jamais fait autant de pédagogie là-dessus. On n'a jamais eu autant d'expositions. Est-ce que pour autant les attaques antisémites ou d'autres traditions baissent? Non. Donc à un moment, il faut aussi se poser la question sur cette capacité de la raison un peu qui serait souveraine, que la raison a ses limites et qu'il va falloir trouver peut-être d'autres billets pour y aller. Et ensuite, il y a le rejet de la critique, c'est-à-dire que toute contradiction va être perçue comme une atteinte à nos valeurs. Et je terminerai là-dessus. Donc comment on lutte contre les mythes qui dérivent sur la question de l'immigration, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment? Je dirais 3 éléments. Face à un mythe qui déraille, d'abord, il faut attaquer les fondements empiriques, c'est-à-dire remettre en question les faits par des preuves sur lesquelles le mythe est assis. Par exemple, montrer des études qui prouvent ce qu'est l'immigration réelle, les chiffres. Ça, c'est très important, contrairement au discours du RN ou celui de Trump qui peut dire chaque jour n'importe quoi, puis nous, on sera toujours en retard par rapport à ça. Le deuxième élément,
c'est de reconnaître les racines émotionnelles qui sous-entendent la question des mythes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier les peurs et les angoisses qui alimentent le mythe. Et le RN, par exemple, joue souvent sur la peur de perdre son identité, une identité qui serait diluée, dans le sens où le corps de l'étranger, ce serait un corps justement qui viendrait quelque part brouiller la pureté de l'identité française. Donc il faut comprendre les émotions qu'il y a derrière les mythes et comment on y répond. Et troisièmement, il faut d'abord opposer un autre mythe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire remplacer un mythe négatif par un autre mythe positif. Et ça va être aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la guerre des récits, et ça va être mythe contre mythe. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on se focalise uniquement sur les preuves empiriques, on a déjà perdu la bataille. On a besoin de ces preuves empiriques, mais ce n'est pas capable de convoquer un mythe qui soit positif, qui soit pluriel, qui donne cette capacité. Pourquoi? Parce que le mythe et le récit, le principe du récit, c'est l'action. On ne raconte pas des histoires pour le plaisir des histoires, c'est que les récits que l'on s'en raconte ouvrent à l'action. Et donc, toute la question, c'est quel est le mythe qu'on va mettre face à ce discours du Rassemblement national ou ultranationaliste ou ultra-religieux. Et je vous laisse avec ces quelques interrogations. Merci. Donc, il a répondu à 2 questions en une, c'est ce qu'il m'a demandé tout à l'heure, en même temps, car Rachid a anticipé cette double réponse. Michel, ça ne va pas être facile de passer après ça, surtout la question que j'ai à vous poser. Froidement, d'une manière extrêmement pragmatique, on en a parlé un tout petit peu dans la deuxième table ronde. On se retrouve à la fois avec un tournant démographique, on vient de le dire, pour beaucoup de pays occidentaux. En gros, les seuils, un pays comme la France, je crois que c'est plus 17 000. Et s'il n'y avait pas d'immigration, il n'y aurait pas plus 17 000, on serait négatif. Beaucoup de pays occidentaux sont vraiment à des seuils démographiques qui vont poser d'énormes problèmes, et pas simplement pour les retraites. Et de l'autre côté, des opinions publiques qui se ferment, ou des politiques publiques qui deviennent de plus en plus restrictives. Vous, quand vous regardez ces 2 tendances, ces 2 éléments concomitants qui arrivent dans notre présent, et qui avait travaillé sur ces politiques publiques, à votre avis, ça va se passer comment, là, dans les décennies qui viennent aux frontières? Les hypothèses sont différentes, évidemment, les unes les autres. Ceci dit, en vous écoutant tout à l'heure, et puis en croyant aux travaux du GIEC, je me dis quand même que l'avenir va être assez terrifiant. Peut-être que les débats qu'on a aujourd'hui sur va-t-on accueillir, va-t-on pas accueillir, sont bien peu de choses par rapport à la disparition du monde vivant, quoi. Je crois que... J'espère qu'on n'ira pas jusqu'à là, mais si je me mets à la place des décideurs, je me mets à la place d'un décideur aujourd'hui. Donc, je vais essayer pour le coup, je vais essayer de raisonner comme un décideur le ferait, un décideur qui prévoit l'avenir, et donc quelles sont les difficultés auxquelles il va être confronté. La première difficulté, quand même, c'est qu'il n'a pas de boussole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend les scientifiques, on aimerait juste savoir un tout petit peu ce qui va se passer réellement. Alors on le sait pour la France, parce qu'on sait que le trait de côte va reculer, donc on aura des milliers de gens qui vont être obligés de déménager, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui va se passer sur les pays d'Afrique? Moi je n'en sais rien, il faudrait qu'on ait des hypothèses. J'ai vécu dans le Pacifique, Madame la ministre le sait, parce qu'elle était ma ministre à l'époque, les îles Kiribati. Dans le Pacifique, on avait des grands débats, parce que le niveau de l'océan monte, vous savez, et donc des îles sont en train de disparaître, des îles habitées sont en train de disparaître. Les îles Kiribati, qui sont un État autonome, achètent des îles dans l'archipel de Fidji pour commencer, ils ont commencé d'ailleurs, à déplacer des populations. Donc ces déplacements organisés existent. Est-ce qu'on va être obligé d'arriver à des déplacements organisés de ce type, ou est-ce qu'on va être dans des migrations informelles comme aujourd'hui? C'est quand même un des grands sujets qui va se poser, non pas à la France d'ailleurs, mais au monde en général. Au-delà, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je ne parle pas d'immigration parce que, pour moi, l'immigration, c'est un terme générique qui recouvre des réalités très différentes. Je donne souvent cet exemple en disant me demandez pas de vous parler de l'agriculture, par exemple. L'agriculture, il n'y a rien à voir entre la céréaliculture, les vignobles français, l'élevage d'escargots dans le Perche. Tout ça est très différent. Ça ne répond pas du tout aux mêmes objets. Et l'immigration, c'est exactement pareil. Donc ça dépend beaucoup de ce dont on parle. On a une immigration qui s'est faite en France, qui s'est faite par étapes. La première, d'ailleurs, Didier Eschi en a parlé tout à l'heure, c'est l'immigration organisée par le patronat, qui est une immigration qui permettait d'avoir une main-d'œuvre en concurrence d'ailleurs avec le monde ouvrier français qui était vent debout contre l'immigration. Pas l'oublier, ça a été longtemps, et jusque dans les années 70, une revendication du monde ouvrier
d'éviter que l'immigration abaisse le niveau général des salaires en France. Objectivement, c'est comme ce qui est en train de se passer de nouveau aujourd'hui. Ensuite, on a eu une immigration familiale à partir de 1976, donc l'arrivée de familles issues du Maghreb, pour l'essentiel, une immigration familiale qui s'est implanté et intégré en France, objectivement qui est intégré en France. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la France et des Français, on parle évidemment de tous les Français, quels que soient leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents. Et d'ailleurs, dans toutes les familles françaises, je suis un peu étonné des chiffres qui ont été donnés tout à l'heure sur l'interconnaissance, parce que autour de moi, dans toutes les familles françaises que je connais, et vous avez des gens qui viennent de pays très différents et parfois même de cultures très différentes, sauf que, comme le processus d'intégration a fonctionné jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui sont arrivés, petit à petit, sont quand même devenus français, quoi. Il y a assez peu de gens qui, au bout de la deuxième génération, ne sont toujours pas français, d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue culturel. Donc la France s'est diversifiée, et elle vit bien comme ça, et ça ne lui pose pas de problème particulier. Alors, ce qui a changé, sans doute, c'est la troisième vague d'immigration, c'est-à-dire la vague de l'immigration non régulée. C'est-à-dire que tant qu'on a, dans la gamme de l'immigration, des immigrations qui sont organisées, c'est le cas, par exemple, des étudiants. Puisque vous savez, on a 100 000 étudiants étrangers en France qui sont comptés dans les statistiques nationales sur l'immigration. On a des lycées français à l'étranger qui sont peut-être en difficulté, mais qui sont quand même les meilleurs, sans doute parmi les meilleurs du monde, et qui produisent des étudiants qui viennent étudier en France. On devrait être juste fiers qu'on ait des étudiants étrangers qui viennent en France. Il y en a sans doute dans la salle aujourd'hui. Ça, c'est une immigration organisée, choisie et fondamentalement utile. Elle est fondamentalement utile parce que, par ailleurs, dans l'immigration française, on oublie un autre phénomène, c'est le départ des Français vers l'étranger. Parce qu'on est devenu un pays d'émigration. Comme on ne le calcule pas, on ne sait pas le dire. On ne sait pas dire quel est le point d'équilibre entre les arrivées et les départs. Mais là aussi, vous faites appel à vos connaissances. Et dans la salle, les gens de mon âge ont sans doute, comme moi, des enfants qui sont partis travailler à l'étranger. Donc cette partie-là de la population française qui est partie à l'étranger, qui manque à la France, parce que c'est souvent une partie de la population diplômée, elle est remplacée par des étudiants étrangers qui arrivent en France et qui eux-mêmes vont participer de l'économie. Et puis, on a une partie de l'immigration, et c'est celle-là qui pose problème, parce qu'elle n'est pas régulée, et pour l'État c'est compliqué, c'est les gens qui viennent sans avoir demandé l'autorisation de venir. C'est ça le vrai sujet. Et comme ils sont là, on est obligé de faire avec, et c'est très compliqué. Alors ça, c'est la première partie. J'ai encore 2 minutes, où je vais parler d'un peu de... 1 minute. Mais je reviendrai... Après, la deuxième question, ça sera plus prospective, mais quand même, il faut comprendre que la grande question qui a été posée ce matin, d'ailleurs, c'est le moment où les nomades ont été remplacés par les sédentaires. Parce que les sédentaires, eux, ils ont inventé la surface, ils ont inventé le territoire, ils ont inventé la frontière. Et on n'est pas sorti, d'ailleurs, les conflits entre on a parlé des Tziganes tout à l'heure, c'est intéressant, on n'est pas sorti du conflit entre les nomades et les sédentaires, sauf que les sédentaires sont beaucoup plus nombreux que les nomades aujourd'hui, quoi, et quel que soit le pays. Et les sédentaires, leur problème, c'est ma ressource, elle est encadrée, elle est bornée. Ma ressource, je ne veux pas forcément la partager, ou si je veux bien la partager, c'est dans quelles conditions je la partage. Et dans un territoire, et ça a été dit ce matin aussi, dans un monde global où la surface devient, plutôt le déséquilibre entre la surface et la population est de plus en plus flagrant, qu'est-ce qu'on fait des populations nouvelles par rapport à une ressource globale qui est contenue, limitée? On peut toujours penser et rêver à la croissance permanente, etc. Mais enfin, tout le monde comprend qu'on n'en est plus là aujourd'hui, surtout sous la contrainte du climat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et on voit très bien que du coup, cette question-là qui était fondamentale à la fin de la préhistoire, qui était la frontière on a parlé du pagus gaulois ce matin aussi, cette frontière-là, elle revient. La question de la frontière revient. La question de la frontière, la question des pays, je ne parle pas des peuples, mais la question du pays, la question des nations reviennent. Et vous ne pouvez pas dire le contraire, parce qu'à nos portes, pratiquement, il y a des gens qui s'entretuent pour une question de frontière
entre l'Ukraine et la Russie, mais vous avez compris, pour 10 km de frontière, on va avoir bientôt 1 million de morts. Donc la question de la frontière, elle est fondamentale. Aujourd'hui, quels que soient les pays, toutes les frontières sont en train de se fermer. Et donc la question qu'on va devoir se poser tout à l'heure sans doute, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce monde où les frontières se ferment et en même temps les besoins de déplacement sont de plus en plus importants. Et les populations vieillissent de plus en plus. Christelle Cournil, vos recherches portent sur les liens entre droits de l'homme et l'environnement, et il y a une notion qu'on n'a pas encore abordée aujourd'hui, celle de la justice environnementale, de la justice climatique. Le Muséum national d'histoire naturelle a sorti un petit manifeste sur ce sujet il y a quelque temps, et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il en est finalement de cette justice climatique face à ces défis migratoires, et qu'est-ce qui émerge aussi devant les tribunaux sur ces sujets-là. Oui, alors la question de la justice est essentielle. On a parlé tout à l'heure des chiffres qui évoquaient finalement des approches très sécuritaires, des enjeux de solidarité, ça a été évoqué cet après-midi, mais il y a aussi beaucoup dans la question de l'accueil des populations, et notamment des migrants environnementaux, la question de la responsabilité. La responsabilité, je dirais, au sens large, donc la question de la justice et la répartition entre les responsabilités des États historiquement responsables des émissions de gaz à effet de serre, donc des inégalités entre des États notamment insulaires, ça a été évoqué à l'instant, avec des États qui se sont coalisés, ceci dit, sur le plan international, et qui, au nom d'une justice climatique, sont en train de défendre un certain nombre de points, notamment avec une approche droits de l'homme très, très intéressante, puisque évidemment leurs populations sont les premières concernées par ces questions de conditions de vie, mais également de déplacement de population. Alors peut-être on peut faire un pas de côté également. La justice climatique, c'est aussi une forme de responsabilité envers, je dirais, d'abord des États régulateurs qui ont des obligations de protection de leur population, mais aussi des obligations de préparation, je dirais. L'idée de préparer nos territoires au changement climatique est une idée forte qui est aujourd'hui posée très nettement devant la Cour internationale de justice. Et c'est inédit puisque ça a été porté par justement des États-nations insulaires qui demandent à la Cour internationale de justice, par la voie d'un avis consultatif, alors qui n'est pas une décision de justice, qui n'a pas une force juridique contraignante, mais qui est essentielle, puisqu'elle va, finalement, ce futur avis va sans doute déterminer, préciser les obligations des États en contexte de changement climatique. Les États régulateurs, que doivent-ils faire au regard de la protection de ces populations ? Et de la même façon, ces questions se posent aussi de plus en plus devant des juridictions qui ont pour mission de régler les violences et les atteintes aux droits de l'homme. Je vous donnerai deux exemples. Actuellement également, et de façon concomitante à la Cour internationale de justice, c'est désormais la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui a été saisie par 2 pays pour, là encore, préciser les obligations des États. Alors, sur une dimension continentale. On le sait, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine est touchée évidemment par de nombreuses catastrophes environnementales, connaît ces phénomènes de façon très nette. Et cette Cour interaméricaine des droits de l'homme qui a audiencé un certain nombre de populations autochtones, mais qui aussi sera amenée à se questionner sur les obligations des États en direction des populations vulnérables, des peuples autochtones, mais également des migrants, des personnes déplacées internes, parce qu'il s'agit sur toutes ces questions-là qui sont abordées nettement. Et enfin, peut-être une dernière question de justice et de responsabilité, sans doute la plus essentielle, qui sera sans doute la plus difficile à creuser et à faire avancer, en tout cas sur le plan des imaginaires, puisque on en est encore loin, c'est la question de la responsabilité des acteurs systémiques, on l'a dit avec l'État, mais acteurs systémiques, les acteurs privés et notamment les multinationales, puisque
Si certains habitants, je pense notamment les habitants du village Kifon, Kivalina, dans les années 2000, ont porté un contentieux devant la justice américaine sans succès, désormais un contentieux est pendant, porté par des habitants d'une petite île menacée de disparaître, ou en tout cas très touchée par les phénomènes climatiques, et 4 habitants portent un contentieux, non pas dans leur pays en Indonésie, mais en Suisse, contre un gros émetteur de gaz à effet de serre, et l'objectif étant de redéplacer les questions de responsabilisation et de justice en visant finalement cet émetteur pour la part de responsabilité qu'il a dans les émissions de gaz à effet de serre, mais surtout les conséquences que l'île connaît et les conséquences matérielles que ses habitants connaissent concrètement. Donc on va faire un exercice où on va être submergé, non pas d'une manière du climat, mais par les questions, puisque vos réponses ont été géniales, mais extrêmement longues, mais au moins pour tous, ce qui est très bien. Donc nous allons essayer de fusionner, Aurélie, la deuxième et la troisième question en une seule question. Bon, comme Rachid a déjà triché, puisqu'il a pris la deuxième à la place de la première pour y répondre, vous avez vu que l'exercice peut fonctionner. Je vais commencer par François, si tu m'y autorises. Comme vous m'avez un tout petit peu perturbé sur ma deuxième question, je vais attaquer tout de suite ma troisième, que ce matin, Orsana disait. En fin de compte, le plus gros risque, est-ce que c'est pas l'effet climat plus l'effet la guerre du climat? Je m'explique. Des intérêts géographiques des États de contrôler d'une certaine manière, à l'intérieur de leurs frontières, soit l'eau, soit l'empêchement d'autres populations de venir migrer chez eux, soit d'aller chez la population voisine pour prendre l'eau. Je regarde l'Éthiopie, l'Égypte, dont on sait que ça risque de devenir un des plus grands conflits. Le Bangladesh, ce matin, on l'a cité comme exemple par rapport à ses ennemis frontaliers, où vont-ils aller? Donc des questions extrêmement concrètes. Est-ce que la fusion en fait des deux, d'une fermeture des frontières dont on vient de parler à l'instant et d'un nationalisme exacerbé qui existe tout autant d'ailleurs en Asie, en Amérique, on le voit en ce moment, qu'en Europe, avec le climat ou avec des risques climatiques indirects ou directs. Par exemple, la captation de l'eau par un pays par rapport aux autres sur le Nil. Est-ce que ce n'est pas ça la bombe à retardement géopolitique, donc au final migratoire, du XXIe siècle? Non, c'est difficile de faire des paris qui seraient de surcroît des paris un peu sordides sur le prochain conflit à venir. Je pense que la question de l'eau, davantage qu'entre États, elle va surtout se poser au sein de entre plusieurs populations au sein d'un même État. Et que la grande question, ça va être la question de l'allocation des usages. C'est-à-dire, quelle part des ressources en eau sommes-nous prêts à consacrer à l'agriculture, sommes-nous prêts à consacrer à l'industrie et souhaitons-nous réserver pour la consommation individuelle? Aujourd'hui, on sait que la part de l'eau qui est réservée à la consommation individuelle représente, selon les pays, entre 10 et 20% des ressources totales en eau. Est-ce que cette part sera amenée à augmenter dans le futur ou à se réduire? C'est là, évidemment, qu'il va falloir des arbitrages politiques très forts parce qu'il y a évidemment d'autres usages qui sont très consommateurs de l'eau. Si je devais néanmoins miser sur les risques de conflictualité, je crois qu'il y a un élément, une ressource naturelle que nous avons souvent tendance à perdre de vue. Nous sommes un peu obnubilés par les questions d'eau, par les questions de terres rares, de métaux critiques, etc., qui sont évidemment des questions importantes. Mais je crois que le bien le plus convoité à l'avenir, ce sera les terres. Et que quand on regarde aujourd'hui, notamment au Sahel, mais pas seulement, comment se fomentent les tensions qui agitent ces territoires, ce sont essentiellement des tensions foncières qui sont liées à l'usage des terres. Est-ce qu'on va utiliser les terres pour l'agriculture? Est-ce qu'on va l'utiliser pour l'élevage ou pour d'autres choses? Et c'est déjà aussi une question qui se pose au sein de nos territoires. Arrêtons de regarder les choses de façon un peu lointaine ou exotique. Quelle est la part de la terre qu'on va réserver aux champs et au pâturage? Quelle est la part des terres qu'on va réserver à la forêt? Comment est-ce qu'on va implanter les zones d'activité économique ou industrielle? On voit déjà aujourd'hui les débats qu'il y a en France autour de la loi zéro artificialisation nette. Et donc, ces questions qu'on regarde parfois comme si c'était des questions lointaines et distantes, en réalité, elles se posent déjà et aussi près de chez nous. Un autre élément qui me paraît quand même très important en lien avec le climat, c'est de considérer qu'aujourd'hui, il y a une très grande partie de l'humanité dont les ressources économiques sont intrinsèquement liées aux conditions environnementales.
Vous et moi, Pascal, le salaire que nous recevons de nos universités est le même en été et en hiver. Et pour la plupart des gens dans cette salle, en tout cas ceux et celles qui perçoivent un salaire, j'imagine que votre salaire est relativement peu dépendant de la météo qu'il a fait au cours du mois dernier. Il n'y a guère que quelques catégories de population en France dont les revenus sont très liés aux conditions météorologiques et environnementales. C'est évidemment le cas des agriculteurs, c'est le cas des gens qui possèdent un restaurant en bord de plage. C'est le cas des exploitants de stations de sport d'hiver. Mais à part certaines catégories assez minoritaires de la population, nous avons complètement détaché la question de nos revenus économiques de la question des conditions environnementales. Or, pour une grande partie de l'humanité, si je prends les chiffres qui sont connus, c'est 50% des ménages en Afrique subsaharienne, 70% même dans la bande sahélienne, eux, leurs ressources économiques dépendent intrinsèquement des conditions environnementales. Et donc, ça veut dire que le changement climatique risque de réduire, d'amenuiser considérablement les ressources à disposition d'une grande partie de l'humanité. Et c'est là, je crois, où nous commettons souvent l'erreur d'imaginer que la question du climat, la question des migrations liées au climat, la question des conflits liés au climat, serait une sorte de question à part des dynamiques économiques, politiques et sociales. En réalité, la question du climat s'inscrit profondément dans ces dynamiques. Et c'est pour ça que les migrations climatiques, à mon sens, ne doivent pas être considérées comme une catégorie isolée et distincte des dynamiques migratoires mondiales, de la même manière que les conflits liés à l'environnement ne doivent pas être isolés des dynamiques politiques, économiques et sociales des conflits. Très clairement, si Donald Trump aujourd'hui lorgne sur le Groenland, tout le monde sait bien que ce n'est pas pour y faire du tourisme. Et donc tout ça s'inscrit évidemment dans ces logiques de domination, dans ces logiques de rapport de force entre populations ou entre États. Et je crois que ce qui est vraiment important quand on regarde la manière dont le climat peut faire évoluer certains des grands paramètres géopolitiques sur les migrations, sur les conflits, sur le développement, il est vraiment fondamental de situer cette question du climat dans les dynamiques politiques, économiques et sociales, plutôt que d'en faire une sorte d'objet à part qui aurait ses dynamiques propres. Sylvie, on a beaucoup parlé quand même des migrations sud-nord, assez peu des migrations sud-sud, des migrations pendulaires. Je pense que c'est important aussi de les intégrer dans ce débat, parce que finalement, on voit bien que toutes ces migrations, elles ne vont jamais que dans un seul sens. Donc voilà, j'aimerais un peu t'entendre aussi sur ces questions. Oui, alors là aussi, c'est une question qui a été beaucoup discutée au sein de notre comité scientifique, et nous étions nombreux, une dizaine de disciplines représentées, pour comprendre cette complexité et comprendre les tendances. Et donc, déjà, les sociologues et les anthropologues montrent bien la sinuosité des parcours à l'heure de la révolution des transports, où on peut faire en très peu de temps un trajet aujourd'hui, en 8 heures passées outre-Atlantique. Il n'empêche qu'on voit bien aussi que coexistent des parcours, des routes qui peuvent être très longues, avec des temps d'attente qui peuvent durer des mois, des années. Donc c'est important aussi d'insister sur le temps, la temporalité du transit, de ces temps d'attente, d'autant qu'il y a des pays, ça a été évoqué dans la table précédente, la table ronde précédente, des pays qui sont passés en une espèce de 3 décennies, de pays traditionnellement d'émigration en pays de transit, voire pays d'immigration. Donc on a, je crois, évoqué la Grèce, l'Italie, on pourrait évoquer aussi les pays du Maghreb, on pourrait évoquer même la Suède. Et ce sont des pays qui ont dû apprendre à repenser, pour certains, leur politique migratoire et leur propre politique d'asile nationale, mais pour beaucoup, à penser tout simplement la réglementation de leur politique migratoire et de leur gestion d'accueil. Et c'est ce qui fait que bien souvent, ça a été un peu improvisé et qu'on se retrouve aujourd'hui avec de vraies difficultés et les États sont face aussi, comme on en parlait, face à leurs propres responsabilités en termes de la gestion de l'accueil. Et bien souvent, on dit que c'est moins une crise du migrant qu'une crise de la gestion de l'accueil. Alors ces questions, évidemment, sud-sud, oui, les pays du Sud, on a parlé des pays émergents, sont dans la mondialisation,
comme tout le monde, j'allais dire. Ils sont aussi à capter, à vouloir à mettre en place des politiques d'attraction, à mettre en place des politiques de visa. Et donc les Émirats arabes unis mettent en place le califat, mais mettent aussi, ou ouvrent aujourd'hui le califat. Donc c'est le parrainage, on en a parlé dans les précédentes tables rondes, mais c'est aussi mettre en place de nouvelles politiques de visa pour attirer la migration qualifiée. Voilà, et ce sont des pays, les pays du Golfe, la Turquie, des pays d'Asie du Sud-Est comme la Malaisie. Et on constate qu'à travers ces pôles d'attraction au sud, il y a tout un mouvement de régionalisation qui se fait. Et ça a été vraiment aussi une belle découverte aussi, et préciser au public, aux visiteurs, que les migrations internationales intracontinentales représentent la moitié des migrations internationales, et que dans des continents tels que l'Afrique ou encore notre continent européen, cela dépasse 70-80%. Donc les migrations sont avant tout intracontinentales, régionalisées, de proximité. Et que bien souvent, on l'a dit aussi, il faut avoir un certain nombre de ressources pour partir plus loin, parce que face à des crises humanitaires ou face à des catastrophes écologiques, bien souvent on va dans le pays d'à côté, quand on peut y aller, parce que les plus misérables restent sur place et meurent. Voilà, c'est la réalité. Désolé de vous pousser, mais là, avec le timing, va être très court. Pardon. Je me permets, allez-y, pour conclure, 30 secondes, parce que je vois l'heure qui tourne, il est déjà 18h05. Je vous ai perturbé exprès, je ne rêve pas, c'était exprès pour une conclusion. Sur la migration, et comme je parlais tout à l'heure d'une économie du marché globalisée avec la haute technologie, il y a aussi des villes qui sont devenues, à l'échelle des villes maintenant, pas seulement à l'échelle des pays, mais à l'échelle des villes et dans les villes du Sud, de véritables carrefours qui mettent en place tout un service du transit, du service pour faciliter le transit. Et c'est toute une économie, on parle beaucoup d'économie informelle, criminelle, etc. Mais c'est une économie qui est tout à fait légalisée, légale. Ça va être les services de transport, les services banquiers, le fret, les commerces qui sont au service du voyage et du transit dans ces villes carrefours du Sud, Monterrey, Tijuana au Mexique ou encore Agadez au Niger. Voilà. Je vais vous questionner sur ce que va devenir la Méditerranée dans ce monde-là, mais je vais citer un exemple que vous n'avez pas cité, qui concerne un peu ton pays, parce que j'ai vu qu'il y avait une étude qui venait d'être faite sur le développement... Le Maroc. Non, c'est la Bretagne, moi le mien, et toi c'est le Maroc. Je sais bien. Et j'ai vu une chose étonnante, ils ont regardé ce qui s'est passé au Portugal, après avoir regardé ce qui s'est passé dans les régions ultramarines françaises. Je vous le rappelle qu'il y avait des primes quand on prenait sa retraite en Outre-mer. Je vous rappelle que le Portugal a défiscalisé la venue de retraités, plutôt aisés, au Portugal. Et donc aujourd'hui, le Maroc est en train de regarder pour que des gens aillent prendre leur retraite au Portugal. Donc il y a aussi cette migration qui va arriver, de gens pas très aisés, mais de gens qui ne peuvent pas vivre dans le Nord ou suffisamment bien vivre avec leur retraite et qui se posent la question d'aller vivre dans les pays du Sud. Et on estime que sur les 30 ou 40 prochaines années, c'est 30 à 40 millions d'Européens retraités qui ne vont pas vivre leur retraite en Europe. Petit détail, mais qui montre aussi. Donc, dans ce cadre-là, la Méditerranée, carrefour, frontière, zone de va-et-vient, chemin entre l'Afrique et l'Europe. Qu'est-ce qui va se passer dans cette Méditerranée-là, dans les décennies qui viennent, selon vous? J'ai fusionné deux questions, là. Ah oui, non, mais c'est hyper... hyper fusionné, je suis d'accord. Hyper fusionné, oui, et hyper compliqué. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que frontière, carrefour, toutes ces notions, c'est des affirmations. Quand on a dit la Méditerranée une frontière, c'est des affirmations qui sont situées historiquement. La Méditerranée a été pendant longtemps, et j'étais pas là ce matin, mais vous en avez peut-être parlé, un espace de circulation intense entre tous les peuples de la Méditerranée, cet espace où les différentes îles ont été peuplées. On a des traces par des artefacts, par des changements environnementaux avec une biodiversité qui a totalement changé. Et donc, c'est... Voilà, je suis incapable de répondre. Est-ce que ça va devenir plus tard? Ça va dépendre des choix qui vont être faits, de la manière dont nos sociétés vont évoluer. On est quand même dans un moment, en tout cas moi je vois ça du côté changements environnementaux, un moment charnière, assez majeur,
où les changements vont aller quand même très vite, où il va y avoir des migrations qui vont peut-être être davantage collectives qu'individuelles, à part ceux qui vont mourir sur place, parce que de toute façon, ils n'auront pas la possibilité de bouger. Mais ces changements environnementaux et l'absence de ressources et ces habitats, ces espaces qui peuvent devenir invivables vont peut-être amener à des transformations majeures qu'il va falloir organiser à minima. Alors, vous disiez, on n'a pas les éléments pour les organiser, mais il va quand même falloir y penser. Il y a d'autres espaces, alors qui ne sont pas les espaces méditerranéens, mais les espaces du Pacifique, où effectivement des États se mettent en position d'organiser le déplacement de leur population et de populations entières, avec des disparitions d'États. Et juste un aspect quand même qui, en tant qu'anthropologue, qui mérite d'être aussi souligné, c'est que, bon, il y a ces effets de migration, mais dans le cas de migration collective majeure, comme dans les îles du Pacifique, que moi aussi je connais un petit peu mieux, je déborde de la Méditerranée, c'est aussi des pertes de diversité culturelle, c'est-à-dire que c'est des habitats avec des populations qui avaient des cultures qui leur étaient propres et qui vont être obligées d'être dépassées. Alors il y aura des syncrétismes, d'autres formes culturelles qui apparaîtront, mais on va perdre aussi une diversité culturelle majeure. Mais il me semble que ça, c'est un point, sans pouvoir répondre du tout à votre question, j'essaye de... Tout à fait. Mais j'ai fait 2 questions. De naviguer. Est-ce que tu m'autorises à interroger Michel dans ce cas, dans la continuité de cette question? Est-ce qu'on peut considérer que ce qui se passe aujourd'hui, de pousser les camps, de pousser les zones de départ, de demander de faire des deals avec les Tunisiens, des deals avec la Libye, des deals avec la Turquie, qui existe maintenant depuis plusieurs années, où l'Union européenne paye la Turquie pour garder les populations moyen-orientales sur son sol, est-ce que ça veut dire que la Méditerranée ne va plus être la frontière, mais que la frontière va être repoussée? Un peu comme l'Amérique et son Far West, est-ce qu'on va la repousser au fin fond des frontières syriennes? Est-ce que ça va être le Sahel qui va devenir la nouvelle frontière à ne pas franchir? En fin de compte, est-ce qu'on va créer de nouvelles frontières pour justement fabriquer une Europe forteresse? C'est un peu la question que j'allais vous poser sur demain les politiques publiques. Je viens de rebondir sur la non-Méditerranée avec vous, Michel. Moi, je n'ai jamais réfléchi à cette question, mais effectivement, on voit bien. La Méditerranée a été le monde central sous l'Antiquité et jusqu'à la conquête de l'islam, par l'islam du Maghreb. Ensuite, elle est devenue une frontière. Bon, aujourd'hui, elle est moins une frontière. Peut-être que la frontière va bouger, je n'en sais rien. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est la situation, parce qu'on parle de la France, mais il faut bien comprendre aussi l'évolution de la France dans ce système-là. C'est-à-dire que la France, qui était un pays un peu central en Europe, va devenir un pays secondaire, et d'une Europe qui, de toute évidence, va finir par se structurer. Donc je pense, c'est une opinion personnelle, que la France va redevenir une province de l'Europe comme elle a été sous l'Empire de Charlemagne ou sous l'Empire romain. C'est-à-dire qu'une grande partie des décisions et donc une grande partie des frontières extérieures seront en Europe. C'est déjà un peu le cas, quoi. Et donc c'est la question de l'Europe dans sa relation avec les continents extérieurs. C'est sans doute ça qui va être posé. Et évidemment, la tentation, moi je ne crois pas trop quand même à cette idée qu'on va négocier avec des pays de transit l'accueil de migrants pour éviter qu'ils arrivent jusqu'à là. Je ne crois pas que ça puisse se faire ainsi, quoi. Ce qui se passe aujourd'hui, Tunisie, par exemple avec la Libye ou avec la Turquie, est exceptionnel parce que la situation était exceptionnelle au Moyen-Orient et qu'on va redevenir avec des mouvements migratoires moins décentralisés à l'extérieur, ou ce que les Anglais ont imaginé à un moment d'envoyer leurs migrants en attente de papier au Rwanda. Ça, pour vous, c'est pas... Ça me paraît un peu incongru, quoi. Il y a d'ailleurs l'Australie qui fait ça, vous savez. Oui, tout à fait. Ils ont un accord avec une île, si vous connaissez le Pacifique, et Nauru. Exactement. Vraiment au milieu du Pacifique, personne n'irait vivre. Et ils envoient tous leurs demandeurs d'asile là-bas et qui peuvent y rester des années, quoi. Donc, parce que l'Australie est un pays démocratique pour nous, mais enfin, quand on approche, on voit bien que c'est pas tout à fait le cas, autant qu'on pourrait le penser. Et donc, pardon, il y a peut-être des Australiens dans la salle qui vont se offusquer, mais... et voilà, tu vas te faire avoir sur les cultures. Voilà. Mais bon, les grands pays, la plupart des grands pays trouvent des solutions. Moi, à mon avis, c'est assez incongru comme solution. Je ne crois pas qu'ainsi vont se faire les choses. Par contre, ce que je crois, pour gérer notre propre situation, c'est que nous, on fait semblant de ne pas avoir
d'exilés, si on emploie ce mot, d'exilés sur le territoire national. Et donc, du coup, on les a rendus invisibles. Alors que si vous allez en Turquie, par exemple, vous avez des grands camps de réfugiés et ils ne sont pas invisibles, ils sont dans des camps de réfugiés. Et que la France, qui refuse de faire des camps de réfugiés sur son territoire, en fait, est en train d'éparpiller le problème sur tout le territoire national et dans des conditions de gestion qui sont souvent déplorables, il faut bien dire. Donc, vous voyez bien le camp de Calais qu'on n'arrête pas de démolir, qui n'arrête pas de se reconstruire, etc. Ça, c'est de la mauvaise gestion de l'immigration. Je pense que, et c'est vrai que c'est pas très sympathique un camp de réfugiés, mais il n'empêche que si vous avez, comme c'est le cas aujourd'hui, 200, 300, 400, 500, on ne sait pas bien combien de clandestins en France, que des gens puissent trouver un hébergement dans un camp plutôt que de dormir dans un gymnase à Paris, ça me semblerait plus logique, et d'autant qu'il y a normalement des grandes institutions internationales qui sont chargées d'organiser ces camps et qui le font parfaitement. Voilà, je pense que c'est plutôt sur le territoire de l'Europe que vont s'installer ces camps plutôt qu'à l'extérieur. Deux petits détails quand même qui interrogent beaucoup. Un, ce que fait Trump en ce moment avec Guantanamo et avec la capacité d'avoir des bases de pré-expulsion des étrangers. Il faut quand même se rendre compte que ça se passe. Et deuxièmement, la campagne de l'AfD en Allemagne, on en a parlé ce matin, qui propose, alors là, c'est un sujet qui te concerne bien, ce n'est plus seulement le débat sur les migrants ou les exilés, c'est même le débat sur ceux qui sont intégrés, qui vivent depuis des décennies en Allemagne et qui, au nom de leur origine, pour faire simple, maghrébine ou moyen-orientale, dans le programme de l'AfD, puisqu'ils annoncent 2 millions d'expulsés, ils jouent sur les mots, sur le statut. Est-ce que ça peut être aussi dans les années qui viennent, par rapport justement à la pression de l'opinion, des politiques qui viendront publiques? Parce que ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est devenu une politique publique. Même si elle dure que depuis 10 jours, l'expulsion est faite par l'État américain. Nous, on a une pratique de l'exclusion des étrangers qui sont sans autorisation de rester sur le territoire, quelle que soit la façon dont on les appelle. Tout le monde connaît le terme maintenant, QTF. Oui, ce qui est d'ailleurs un terme un peu fou, parce que c'est un terme très générique et qui signifie parfois des choses très différentes, mais on a quand même une politique. Alors aujourd'hui, elle est très organisée, en fait, globalement, pour l'essentiel, c'est quand même des gens qu'on cueille à la sortie de prison et qu'on met dans des centres de rétention administratifs et qu'on renvoie chez eux. Personne ne contestera cette politique. Objectivement, personne ne la contestera. Le fait que quelqu'un qui était en situation irrégulière en France commette un crime ou un délit en France, c'est quand même compliqué de lui pardonner et de lui offrir ensuite l'asile en France. Je crois que ça doit faire l'unanimité ou presque dans la population. Donc on a cette politique. Elle est utile. Après, vous voyez bien que, et c'est d'ailleurs toute l'hypocrisie de l'OQTF d'une certaine façon, parce que si vous mettez 500 ou 600 000 OQTF, de toute façon, vous ne pourrez pas reconduire 500 ou 600 000 personnes. On n'arrive déjà pas à reconduire plus de 15 000 par an. C'est évident. Mais et c'est pour ça qu'on a ce système un peu étrange de régularisation, et qui, au bout du compte, fait quoi? Qui fait des Français. Parce que la grande différence avec l'Allemagne, c'est que, en gros, quelqu'un qui arrive en France, à partir du moment où il est entré en situation irrégulière avec un visa, en 10 ans après, il est français. Ses enfants sont français. Tous les enfants qui sont nés en France, à 13 ans, deviennent français, pratiquement. Donc, très vite, on devient français en France. Et c'est quand même la grande différence. Et il faut bien voir qu'on a quand même des modèles, c'est sans doute ça ce qui va se discuter dans l'Europe, on a des modèles d'intégration qui sont très, très différents. Le nôtre, quoi qu'on en pense, est plus intégrateur, mais en même temps, il crée plus de conflits internes que le modèle allemand, par exemple, avec une très forte communauté turque, et qui ne considère pas la communauté turque comme allemande, mais qui lui donne tous les pouvoirs d'une communauté constituée. Vous avez une chambre de commerce et d'industrie turque, vous avez les mosquées turques qui sont officiellement turques, etc. Donc on a un peuple turc à l'intérieur du peuple allemand, ce qui pose d'autres types de problèmes, évidemment, que les petites communautés, j'en prends les Turcs par exemple, ce qui y avait un article le jour sur Oyonnax, les petites communautés turques en France ne posent pas ce problème, puisque de toute façon, elles sont juste appelées à devenir françaises comme les autres. Merci. On a parlé des politiques publiques, on voit bien qu'il y a des réponses très différentes selon les pays. Moi, ce qui m'a frappé en travaillant sur le sujet des migrations, c'est qu'en fait, il y a des lacunes absolument
incroyable en droit international sur ces questions des migrations et notamment la question liée aux migrations climatiques. Donc effectivement, Christelle, c'est pour vous cette question. Comment on en est là en fait? Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, alors qu'on en parle, alors qu'il y a des rapports, qu'on a des experts qui travaillent sur ces sujets, le droit international en fait n'existe pas sur la question des migrations climatiques? Oui, en fait, ça peut s'expliquer par d'abord une construction du droit international des réfugiés qui s'est fait avec la Convention de Genève, qui est un texte d'après-guerre et qui n'a évidemment pas pris en compte des enjeux environnementaux qu'on connaît aujourd'hui. Et donc les motifs environnementaux ou climatiques ne sont pas évidemment présents dans la Convention de Genève. Alors il y a eu des controverses chez les juristes. Est-ce qu'il faut modifier la Convention de Genève ou pas? Je crois qu'on est plus ou moins tous d'accord sur le fait qu'il ne faut pas modifier ce texte clé, même si objectivement il n'est vraisemblablement pas adapté pour traiter la situation des migrations environnementales qui, je le rappelle, sont d'abord des migrations qui sont des internes. Donc il n'y a pas de franchissement de frontières internationales et la Convention internationale de la Convention de Genève ne fonctionne pas pour ces personnes. Donc il faut aller chercher un droit qu'on appelle un droit mou dans le jargon juridique qui s'est construit quand même depuis quelques années autour du concept de personnes déplacées internes. Donc on a des principes directeurs qui ont été adoptés par les Nations Unies, que certains États ont volontairement réceptionné et adapté in fine leur législation pour accueillir des victimes de catastrophes naturelles, mais c'est relativement encore très anecdotique. Ceci étant, au niveau continental, en Afrique, certains États africains ont signé une convention régionale qui s'appelle la Convention de Kampala et qui est un des rares instruments juridiques aujourd'hui à portée régionale qui évoque spécifiquement la question des déplacés environnementaux, victimes de catastrophes environnementales ou climatiques. Mais c'est un texte qui n'a pas été ratifié par énormément d'États africains, qui n'a pas les moyens économiques et qui souffre évidemment, 10 ans après l'entrée en vigueur, d'applications très nettes sur ce territoire. L'Europe aurait pu être leader sur ces questions. On a construit une politique d'asile et d'immigration européenne. Les enjeux migratoires sont totalement absents. Quelques réunions de travail ici et là, mais cette question, elle a jamais occupé les directions générales des commissions qui se sont succédées. La seule chose positive qu'on a vue vraiment de probant, c'est le Conseil de l'Europe. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dès 2009, énonce l'idée qu'on peut discuter, mais intéressante, de mise à l'agenda d'un statut potentiel pour les déplacés environnementaux. Mais très vite, l'organe politique du Conseil de l'Europe, le comité des ministres, n'a pas répondu à ces questions. C'est revenu à l'agenda en 2021, mais c'est toujours dans les tiroirs du Conseil de l'Europe. Il y a encore pas mal de boulot, donc. Soigny, une dernière question. On a peu parlé des conflits et des migrations qui sont liés aussi aux conflits qui se multiplient à travers la planète, qui sont des conflits, on le voit, qui durent de plus en plus, qui sont sur le temps long, qui entraînent des milliers de déplacements. Comment vous analysez ce phénomène et est-ce qu'on peut essayer d'avoir des projections aussi là-dessus? Est-ce que ces personnes sont vouées effectivement à être des migrations temporaires? Est-ce qu'il va y avoir une dispersion aussi de ces populations? Comment on peut analyser finalement cette situation? Alors ce qu'on peut dire, c'est déjà faire un peu un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui, puisque la Convention de Genève vient d'être évoquée. C'est toujours la Convention de Genève qui protège les gens qui fuient des conflits. C'est une convention qui a été établie donc en 1951 pour régler les problèmes au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, de populations déplacées, de frontières qui ont bougé, etc., qui n'est absolument pas adaptée aux conflits au Soudan ou en Palestine, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des réponses pas adaptées à ces situations. Et la principale réponse, c'est ce qu'évoquait monsieur, ce que Michel Agier appelle l'encampement, c'est-à-dire dresser d'immenses camps, régis par le HCR, par la Croix-Rouge, etc., proches des zones de conflit. Et que se passe-t-il dans ces camps? Effectivement, quand ces conflits durent, on a des gens qui passent leur vie dans des camps, des gens qui naissent dans des camps, et aujourd'hui au Sud-Liban, qui meurent de vieillesse dans des camps où ils sont nés.
Alors qu'est-ce que c'est que ces camps? Ce sont des endroits où la vie est suspendue, où les gens ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas se projeter, ne peuvent pas, sont en suspens. Et de plus, sont à la charge de la communauté internationale, puisqu'on les empêche de travailler, donc de participer à l'économie. Donc on est dans des situations assez absurdes, où on a des populations qui sont à charge, qui demandent à être actives, qui demandent à pouvoir bénéficier en fait de leur autonomie. C'est un terme qu'on a peu employé aujourd'hui, mais la question de l'autonomie des migrants, l'autonomie des migrations. On parle beaucoup de régulation par les États. Alors, il y a des régulations, il y a des tentatives de régulation, il y a aussi beaucoup d'autonomie dans les migrations. Et à un moment donné, ce matin, quelqu'un dans le public disait mais nous, on s'en fiche d'être un fléau, une chance, on veut pouvoir vivre. Et cette question, à un moment donné, il faudrait quand même qu'on la prenne en compte aussi, qu'il s'agit d'humains qui demandent à vivre. Et donc, je ne sais pas si on va finir par se débarrasser des camps. Pour l'instant, on est dans une époque où au contraire, ils se développent et ça devient la principale réponse au déplacement de population. Mais j'espère que dans les décennies qui viennent, on va se rendre compte que en fait, ça n'arrange personne, parce que ces camps, ce sont des foyers qui ensuite créent énormément de frustration, de gens qui veulent fuir ces camps dans de très mauvaises conditions, etc. Et en aucun cas, ça ne règle les problèmes liés aux conflits qui sont autour. Donc voilà ce qu'il en est pour la question des camps. Et ça me permet de rebondir sur la question que vous n'allez pas me poser sur le travail. Puisque... Ça c'est rusé. Voilà. Vas-y. Cette idée qu'il y aurait des migrants qui seraient réfugiés et d'autres qui travailleraient, d'autres qui seraient des migrations de travail. Mais en fait, toute personne en âge et en capacité de travailler travaille. Et donc, cette question de ces réfugiés, c'est aussi une force de travail qui devrait pouvoir être mise au travail. Et quand on regarde plus largement les migrations de travail, on peut aussi penser que c'est une tentative en tout cas de redistribution des richesses à l'échelle de la planète. Ce sont souvent des gens qui vont travailler, qui vont essayer de renvoyer de l'argent vers leur pays d'origine. Et là aussi, je pense qu'il ne faut pas penser que cette question va se tarir, vu que les inégalités non seulement se maintiennent, mais s'accroissent. Il y aura toujours des personnes qui, justement, dans un mouvement autonome, tenteront d'essayer de pallier ces inégalités. Rachid, dans 1 minute, la base, la première étape du mythe dont tu parlais tout à l'heure. Puisque tu disais mythe contre mythe, il va falloir l'assumer, il va falloir construire quelque part. Moi, j'aurais plutôt utilisé rêve, mais c'est bien mythe. C'est quoi la première pierre angulaire? Tu as 1 minute. Pas plus, parce qu'après, il y a la conclusion d'Aurélie. Non, mais c'est important que tu l'expliques. Tu l'as théorisé. Donne le fondement, le premier élément, point de démarrage. Très vite. Ce que je voudrais dire par là, c'est que nous vivons des effondrements qui sont invisibles. Nous ne sommes pas dans une question de guerre où les effondrements, c'est visible. Les effondrements deviennent de plus en plus invisibles, mais ils sont là. Et ces effondrements invisibles créent soit de la sidération, c'est-à-dire une impuissance à agir, soit de la panique. C'est pour ça que, face à ces effondrements-là, le seul discours qu'on entend, c'est le discours sécuritaire. Il faut de l'ordre. Ah, c'est ça que ça traduit. Et je pense que la question du mythe, ça nécessite de redessiner un cadre. C'est-à-dire que les cadres avec lesquels nous avons vécu depuis la Seconde Guerre mondiale n'opèrent plus, ne sont plus du tout pertinents. Il y a de nouvelles problématiques qui ne s'étaient pas posées avec ces nouveaux cadres. Et il y a 3 cadres à reconstruire. D'abord, le cadre de la société française, le cadre européen et le cadre international. Simplement, il y a quelque chose que je vous invite vraiment à lire. Un texte qui a été écrit par Simone Weil avec un W, la philosophe. Ça s'appelle « Prélude d'une déclaration des obligations envers l'être humain ». Et que poser la question de nos obligations, ce n'est pas la même chose que poser la question des droits. Et que les droits ne sont effectifs que parce qu'il y a des gens qui sont obligés. Je suis votre obligé. Et donc, toute la question, c'est comment on repense un nouveau cadre avec la question des obligations.
des obligations envers le vivant, comment l'État, comment les êtres humains, et ce sont les obligations qui créent de la morale, ce sont les obligations qui créent la responsabilité. Ce n'est pas la question du droit, parce que le droit, ce sont des transactions. Et avec Trump, avec la force, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. S'il n'y a plus d'obligations, ben, il n'y a plus de vie. Et que, par exemple, nos enfants ou les gens les plus vulnérables ont des droits, parce qu'il y a d'autres qui se sentent, en tout cas dans l'obligation de faire quelque chose. Donc, essayer de reconsidérer les choses à partir des obligations et pas par la question du droit. Ça, sinon, on a une espèce de concurrence de droit, et la concurrence de droit ne fait pas de la société. Pour mieux garantir le droit des plus vulnérables, je terminerai là-dessus, il faut reposer la question de nos obligations, et de nos obligations envers l'État, et l'État des obligations envers nous. C'était la première pierre, vous imaginez les autres. Bravo pour cet exercice. Alors, désolé à tous et à toutes d'avoir fusionné vos deuxième et troisième questions. On s'est fait piéger par le temps. Peut-être que c'est la troisième table ronde et on s'est laissé aller à tous vos mots qui étaient parfaits. Et alors, Aurélie, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu fais l'intervention de conclusion parce qu'on est timing très loin et que je rappelle que le musée ferme à un moment et qu'il faut être dans le bon timing. Vous inquiétez pas tout de suite, vous n'avez pas le droit de sortir pour l'instant. Vous avez votre garde du corps, Yvan Gasto, qui tient la porte là-bas, vous pouvez partir. Moi, je recommande que tu fasses ta conclusion dans le mouvement et ne bougez pas. Restez là quelques minutes et on va le faire. Qu'est-ce que tu en penses? Tu te mets là ou tu te mets là? Non. T'as besoin de là, donc il bouge. Oui, parce qu'on Voilà, va vous bougez, continuer pardonnez-moi, messieurs, dames. avec nos artistes D'accord. pour la conclusion. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre participation, pour encore ces riches débats. Mille merci.